Le père de Zoun était un paysan courteau, épaulu, solidement charpenté. Il avait une tête de bokor, aux cheveux touffus et emmêlés. Très réputé pour son endurance au travail, il n'y en avait pas comme lui pour manier, avec ses mains dures et calleuses, la houe ou le couteau d'igo. La plante de ses pieds était une curiosité, plus solide, plus résistante que le meilleur cuir de bœuf. Elle écrasait les piquants d'acacia et de bayaonde dont les pointes dangereuses n'osaient jamais le piquer jusqu'au vif. Aussi allait-il sans sapate dans les crabinages et les halliers. Très loquace avec son monde, il était d'une timidité excessive en présence des étrangers, des gens de la ville. C'est à peine s'il pouvait leur parler. Il répondait invariablement par une kyrielle de oui aux questions qu'on lui posait. Il n'y ajoutait un apisaulement ou un ces-paroles que pour rompre la monotonie de son langage. Au fond, avec ses regards obliques, c'était un madré compère. Sous l'enveloppe grossière d'un bouquet, il cachait l'âme d'un timalice. Il possédait 3 carreaux de terre. L'un lui était échu par héritage. Il en avait acquis les 2 autres par ses sueurs et son courage. Comme il avait autant de ménagères qu'il y a 2 jours dans une semaine, il avait sectionné son bien et en avait donné un lopin à chacune, à charge par elles de les cultiver pour leur propre compte. Il ne s'était réservé qu'un jardin planté d'arbres fruitiers, de caféiers, de manioc et d'igname, et qu'un barré d'herbes guinées. Pour toute redevance, il ne réclamait de ses mamans petites que le boire, le manger et le coucher. Celles-ci, quand elles étaient de service, s'en acquittèrent avec d'autant plus de dévouement que toutes luttaient pour le retenir à demeure. Elles avaient même recouru aux sorciers pour activer ce heureux dénouement. Malgré le précipité dont elles faisaient un grand usage, leur homme ne penchait ni d'un côté ni de l'autre. Il montrait d'ailleurs plus d'amour, plus d'attachement pour son chant. Il l'aimait par-dessus tout. C'est vers lui le matin, à l'heure où les poules descendent des arbres, qu'il dirigeait les pas, sa houe sur l'épaule, sa manchette à la main. C'est à lui qu'il confiait, enfermé dans une calebasse, ses titres, ses daïtis, gourdins et câlins. Sous la pluie, sous le soleil, c'est lui qu'il remuait ou qu'il ensemençait. Souvent, en plein midi, le torse nu, n'ayant qu'un chapeau de paille sur la tête, il sarclait, balisait, brûlait le bois neuf, ou bien faisait sécher le café sur les glacis. Ce rude laboureur était le 13e fils de Tichéri Baudio. Bien que dans son baptistère, il eut pour prénom et nom Ismaël Tichéri, on l'appelait maréchal Ticoc. Il ne protesta jamais contre ce surnom. Au contraire, il y tenait mordicus. La raison en est qu'il ne voulut sans doute qu'on oubliât que, pendant quelque temps, il fut un gradé dans notre maréchaussée rurale et que nul plus que lui ne pouvait prétendre au titre de coq de la section. Quant à ça, il avait le bec solide et prompt. Aussi,
dans les moindres boulevards, portait-il son coup préféré, le coup de salière. Vous ne sauriez croire à quel point je m'intéresse à ces petits problèmes patronymiques. Ils constituent quelquefois de très amusantes devinettes. C'est pour moi, je l'avoue, une véritable récréation. Si nos Ticoc, Ticrabes, Tizo me mettent en bonne humeur, je pouffe positivement en présence de nos Napoléons qui, embêtés de ne pas ressembler, même de profil, aux Corses aux cheveux plats, vous abordent un beau matin et vous disent « Nous nous appelons désormais l'Indor ». Quand ils ne vous renvoient pas aux colonnes d'annonces des journaux, où ils prient le public de les considérer comme Jacques Aîné, Jules Cadet, Charles Fils ou Mentor Jeune, avec le même paraphe. Dans nos campagnes, ces changements de nom sont à ce point courants qu'ils permettent difficilement d'établir l'identité d'une personne ou de dresser son arbre généalogique. Un travers, une infirmité, une aventure quelconque vous débaptise un homme sur l'heure. Ajoutez à cela qu'on peut être facilement induit en erreur par les mots oncle, frère et cousin auxquels nos paysans donnent un sens extensif. Tout vieillard pour eux est un grand-parent. Ils l'appellent indifféremment, avec le respect dû aux cheveux blancs, tonton ou noncle. Ils embrassent dans un même amour leurs frères de baptême et leurs frères utérins et consanguins. Enfin, ils se traitent entre eux de cousins et de cousines. Généralement, dans ces centres ruraux, les noms sont des sobriquets, des noms jouettes ou petits noms, des noms vaillants ou noms de guerre. Sans ces explications, auriez-vous compris peut-être que Zoun, en réalité, devrait s'appeler Zétren Bodjo et Maréchal Ticoc, Ismaël Ticheri Bodjo. Me croirez-vous d'autre part si je vous apprends que de Chéris Bois Blanc, la mère de Zoun, les malicieux habitants de Pays Pourri avaient trouvé le moyen de faire Sopoum. Oui, mon ami, c'est par ce bruit insolite qu'on désignait cette paysanne. Et, ce qui est fait pour étonner, elle accepta bravement ce surnom et le porta sans bruit, sans compte. En voilà une qui eût fait bonne figure à la cour du roi Péto. À voir les yeux vagues de Sopoum, sa face tranquille où s'aplatissait un nez aux larges narines, à considérer son air sauvage et embarrassé, à entendre sa voix molle et traînante, on l'eût cru incapable de tuer une puce. Jamais pourtant apparence ne fut plus trompeuse. Des ménagères de Ticoc, c'était la plus rusée, la plus débrouillarde, la plus intelligente. Elle savait très bien compter sur ses doigts ou à l'aide des grains de maïs ou de pois. Elle vendait des œufs pourris pour des œufs frais. Dans sa calebasse d'huile de Palma Christi, elle versait toujours du sirop. Son sac de café contenait au moins 5 livres de petites pierres imitant la couleur de cette fève. Enfin, à sa manière, elle répondait, œil pour œil, dent pour dent aux pratiques déloyales des gens de la ville qui, spéculant sur l'ignorance de nos habitants, leur réservent tout ce qu'ils ont d'inférieur, de falsifié ou de zagribage, quand ils ne leur appliquent pas, en achetant leurs denrées, une arithmétique spéciale dont une des beautés éclate en ce calcul archi-fantaisiste. 9 fois 9 égale 42.
Nous donnons 4, mais nous ne retenons rien. Sopum ne se laissait trimballer à U et à Dia que par son homme. Seul Tikok était son maître et seigneur. Devant ce mâle robuste, elle n'était qu'une femelle passive et respectueuse. Enceinte ou nourrice, ces deux états alternaient toujours. Elle s'attelait à la besogne comme une bourrique. Tous les jours, de bonne heure, suivie à la file de sa petite troupe de marmots, les uns tout nus, les autres en tanga, elle allait puiser de l'eau à la source voisine ou chercher du bois sec dans la forêt. Puis, elle se rendait au champ. 1 ou 2 fois par mois, on la voyait au bord de la rivière lessivant, à grands coups de battoir, vareuse, pantalon, caracos et casaque. À l'époque de la récolte, c'est elle qui descendait en ville. De ses pieds infatigables, elle faisait des lieues et des lieues. Précédée de sa bête de charge dont elle tenait le long licou, et portant elle-même sur la tête un panier rempli de fruits et de vivres, elle trottait par des routes enfoncées et rocailleuses. On s'étonnait de la voir marcher aussi allègrement, car elle avait un enfant assis à califourchon sur ses hanches et retenu à son dos par un morceau de colette dont les bouts formaient un nœud solide sous ses mamelles pendantes. Elle ne faisait jamais plus d'une journée à Port-au-Prince. Ses denrées vendues, elle mettait son argent dans une grande sakite, enfouie dans son corsage et dont le cordonnet lui passait autour du cou. Elle la tâtait, l'ouvrait, la fermait de temps en temps. Si, par malheur, un goudin venait à manquer, elle ameutait toute une foule par de bruyantes lamentations. Posément, elle s'acquittait des commissions. Sans se hâter aussi, elle faisait ses emplettes. Et quelles emplettes! Sa provision se composait presque des articles suivants: du sel, 1 ou 2 marques de morue ou de petits salés, du suif de bœuf ou de mouton, des paquets d'affiba, rarement un mouchoir des Indes, quelques aunes de gros bleu ou de ginga, mais elle rapportait invariablement à sa marmaille du bonbon sirop ou du doukounou, et à son Tikok 1 ou 2 fioles de tafia ou une tête tabac manioc. C'est la ville de New York qui a subi cette transformation. Elle réservait les cacaboeufs et les sucres d'orge pour sa petite zone, si frêle et si rabougrie. La pauvre enfant avait une déplorable complexion. Elle était toujours malade. Au lieu de lui prodiguer les soins que réclamait son état, ses parents, superstitieux au dernier degré, préférèrent lui mettre au cou un collier rangé, fait de nœuds de ficelle, et la plonger 2 fois par jour dans un bain d'une puanteur repoussante. Car pour eux, Zun était sous l'influence de mauvais airs. Ils soutenaient, à l'entendement des gens du voisinage dont ils soupçonnaient quelques-uns, que c'étaient bien des zombies, des cochons sans poils qui, à l'aide d'un invisible calumet, suçaient à distance le sang de leur fille. On ne pouvait leur ôter cela de la tête. Aussi, chaque nuit, pour conjurer ces démons, brûlait-il des cornes de bœuf et de l'acha fétida et lançait-il sur le toit de leur chaumière du sel et des grains de roroli. Comme ces simagrées n'amenèrent aucun changement, Sopum, sur les conseils de sa grande,
se décida à faire baptiser l'enfant. Il en était plus que temps, Zoun devait avoir plus de 10 ans.